Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit que ce serait intéressant, puisque vous le savez, mon but dans ces audios, c'est de traiter de sujets qui sont très peu traités, ou qui sont traités d'une façon que je juge incomplète. J'ai pas dit inintéressante, j'ai dit incomplète, et donner un autre angle de vue sur la question. Le premier sujet que je veux aborder, qui m'a été inspiré par l'intervention, on va appeler ça comme ça, l'intervention télévisée entre Jean-Claude Van Damme et la ministre de je ne sais plus quoi, qui s'appelle Schiappa, je crois. C'est le sujet de l'homosexualité. Alors ce sujet, chez les musulmans, cause des discussions interminables, et je pense qu'il est intéressant, si vous avez 15-20 minutes à me consacrer, d'écouter ce que j'ai à dire sur le sujet. Bien entendu, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Je pense que, comme j'aime bien le répéter, il faut pas être un grand génie pour savoir que toutes les religions monothéistes désapprouvent, voire condamnent ce choix de vie, cette orientation sexuelle. Et donc, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en parlant de ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, et peut-être ça vous intéresse à vous aussi, c'est plutôt analyser le fait social, donc sous un angle plus sociologique que la vue religieuse qui est pour moi très claire. Je veux dire, celui qui n'a pas compris ça, il doit peut-être relire l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, dans le Coran, et puis de là, il réfléchit. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, et ça, c'est vraiment important, c'est parce que ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses qui sont autour de nous. C'est ce que j'appelle, j'en ai déjà parlé en d'autres audios, mais je vais synthétiser ici, c'est ce que j'appelle la fameuse norme sociale. La norme sociale, c'est quand une majorité de gens dans une société pensent, vivent ou jugent les choses de la même façon. Par exemple, je vous avais déjà dit qu'à l'époque de ma grand-mère en Belgique, quand une femme était divorcée et qu'on la croisait sur un trottoir, les gens changeaient de trottoir. C'était la norme sociale de cette époque-là. C'est-à-dire une femme divorcée est automatiquement une mauvaise femme, une femme bizarre, une femme qui a des choses à se reprocher. Quand on marchait dans la rue, il fallait avoir tête couverte. Tous les hommes avaient un chapeau. Et quand on rentrait à l'église, ou quand on croisait une dame, on soulevait son chapeau ou on enlevait, on disait « découvrez-vous », etc., etc. Ça, c'est très important, beaucoup plus que ce que vous croyez, afin de comprendre tout ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est cet aspect de normes sociales. Je veux venir avec d'autres exemples qui vont mieux vous amener à ce que je veux vous expliquer, Inch'Allah. Si demain, dans les librairies, ou les tabacs, on dit en France, à côté des paquets de cigarettes, on vend du cannabis. Cannabis d'Afghanistan, du Maroc, de ceci, je sais pas tous les pays où on les produit, et que c'est en libre circulation, avec un tampon de l'État, avec les taxes, etc. Vous allez constater que tout d'un coup, les gens autour de vous qui vous disaient ah, qu'est-ce que tu fumes? Oh là là, on va avoir des problèmes, etc. vont tout d'un coup dire, comme si vous preniez une bière, ah, tu fumes du cannabis, ah oui, ok, d'accord. Ça va devenir une norme sociale, et beaucoup plus de gens vont fumer sans doute du cannabis plutôt que du tabac. Et toute la vision sociétale de la chose va changer. Idem pour les questions matrimoniales. Aujourd'hui, tout le monde en Occident, bon, quand je dis l'Occident, c'est un petit peu la culture mondiale, vu que l'Occident domine, tout le monde trouve plus ou moins normal. Je n'ai pas dit que les gens se réjouissent,
Mais tout le monde trouve normal que il y ait des prostituées et que donc des hommes donnent de l'argent en échange de services sexuels. Tout le monde trouve normal, voire comique, voire sexy, le fait qu'un directeur ou un responsable dans un travail aille pendant l'heure du midi avec la secrétaire dans un studio avoir des relations avec ce qu'on appelle une maîtresse. Bon, c'est complètement dans les mœurs, c'est dans les films. Il y a des comédies là-dessus, on fait des satires. Bon. Par contre, là où on ne rigole plus du tout, c'est quand on dit 2 femmes adultes et consentantes ont décidé de leur plein gré, en toute liberté, d'épouser le même homme. Là, vous êtes dans l'illégalité, tout le monde vous regarde avec des gros yeux. Et alors, on va dire, oui, je comprends, mais comment se fait que les musulmans pensent de la même façon? Ça, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que qui vit avec un peuple devient comme ce peuple. Ça veut dire que même si nous avons une croyance différente et des fêtes et des agissements différents, quand on vit en minorité parmi une majorité dominante, on adopte ces codes. Et effectivement, de nos jours, je vous l'ai souvent dit, vous pouvez ne pas me croire ou dire que j'exagère, ça c'est libre à vous, mais j'en suis complètement convaincu. Aujourd'hui, dans les familles maghrébines ou dans les familles musulmanes, ça va être beaucoup moins choquant. Un homme qui a eu une aventure lors d'un voyage à Dubaï, au Qatar, etc., ou au Maroc, peu importe, ou un homme qui a une maîtresse cachée, ou un homme qui, de temps en temps, se divertit ou se change les idées devant un site internet pornographique, ni vu ni connu. Tout ça va être beaucoup moins choquant qu'un homme qui dit qu'il veut prendre une seconde épouse. Pourquoi? Parce que les musulmans ont adopté la norme sociale du dominant. Et le dominant, il va sur les sites X, il a des maîtresses, il fréquente des prostituées, etc. Et donc, nous avons adopté la même grille de lecture. Alors, on en arrive maintenant au sujet du jour, l'homosexualité. Et on va me dire, bon, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, d'un point de vue sociologique, puisque j'ai dit que religieux, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense que de tout temps, il y a eu un pourcentage de la population, parmi les hommes et les femmes, qui était soit pour les hommes efféminés, soit pour les femmes, ce qu'on appelle des femmes homas, c'est-à-dire des femmes masculinisées. Je pense que de tout temps, il y a eu ça. C'est des questions de testostérone, d'hormones, je ne sais pas, de toute une série de choses. Et se rajoute à ça des faits sociaux, qui a été éduqué par sa mère, une mère dominante, etc., etc. Bref, ça, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, qu'il y a toujours eu comme ça un pourcentage de la population qui ont ce qu'on appelle des tendances. Tendance, c'est important de comprendre ce que je veux dire par tendance. Mais, et c'est là où on en vient au point très important. Ça, c'est un fait historique, d'accord. Je l'admets, je ne cherche pas à nier ça. Par contre, il est clair et évident que dans une société où on normalise, on légitimise et on protège ces comportements, certains diront déviants, d'autres vont dire marginaux, évidemment, ça signifie quoi? Ça veut dire que chacun, puisque maintenant, en fait, on est là, on ne sait plus quelle lettre rajouter, on dit plus les homosexuels, on dit les LGBTQPRST, bon. Donc ça ne finit plus, asexué, trans, drague, bi, enfin bon, il y a autant de genres qu'il y a d'êtres humains, finalement. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je vais vous expliquer ce qui se passe, ça me semble très logique. C'est qu'en fait, chaque être humain, vous et moi y compris, nous sommes dans un processus d'évolution. Et quand on est dans un processus d'évolution, eh bien, on est traversé par des pensées, par des questions, par des fantasmes.
Et tout psychologue vous dira que la plupart des fantasmes doivent rester des fantasmes. Parce qu'un fantasme réalisé signifie qu'on veut passer à un nouveau fantasme, plus extrême, plus excentrique. Parce que l'être humain est ainsi fait. Mais, dans une société où tous les fantasmes et toutes les envies et toutes les tendances sont, on va dire, légitimées, respectées, puisqu'on dit il a fait son coming out, bravo, machin, etc. Eh bien, toutes les fantasmes qui peuvent traverser l'esprit humain, et l'esprit humain est très imaginatif et peut imaginer mille et une choses. Je ne vais pas ici vous énumérer toutes les pratiques sexuelles qui existent, ce serait mal poli et un peu choquant, mais je suppose que vous n'êtes pas ignorant de tout ça. Eh bien, tout ça peut fleurir, peut germer, peut s'établir. Et c'est pour ça que je vous parlais de normes sociales. Dans une société où c'est réprouvé, où c'est mal vu, par exemple l'homosexualité, mais on peut parler d'autres choses, hein. Mais par exemple, puisque c'est le sujet, l'homosexualité, eh bien, pas mal de gens, un gros pourcentage des gens qui ont cette tendance en eux, cette idée qui leur traverse l'esprit, vont la réprimer, vont la réprouver. Parce que, encore plus chez les femmes, l'être humain a un sentiment de profond malaise quand il commet des actes qui ne sont pas en adéquation avec la majorité de la population qui l'entoure. Regardez autour de vous, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, et dites à quelqu'un, à n'importe qui, qu'en échange de 50 €, par exemple, il doit prendre un pot de gel, faire une grande crête avec ses cheveux, et les colorer en rose et marcher à travers Paris ou Bruxelles, en échange de 50 €. La majorité des gens, même si vous proposez de l'argent, ne vont pas vouloir le faire. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie qu'on se moque d'eux, n'ont pas envie qu'on les montre du doigt, n'ont pas envie d'avoir l'air ridicule, d'être pris en photo, d'être mis sur les réseaux sociaux, que sais-je. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand quelque chose est sujet de moquerie, etc., les gens réprouvent. C'est exactement ce qui se passe en sens inverse avec le voile. Il y a énormément de sœurs qui, pour des raisons diverses, décident d'abandonner le voile ou de le minimiser à outrance. Pourquoi? Parce que la norme sociale dominante voit ça comme un signe d'extrémisme, de radicalisme, d'ostentation, de prosélytisme, enfin vous connaissez tous les mots qu'on utilise dans les médias. Et donc, face à cette norme sociale, une minorité de plus en plus restreinte garde son voile. Je parle d'un voile normal, je parle pas de torchon ou de pagne à l'africaine ou de turban, je parle de voile, etc., hijab. Parce que ce n'est pas la norme sociale. La norme sociale, c'est j'ai un piercing, j'ai des tatouages, j'ai un pantacourt, etc., etc. Ça ne va choquer personne, on va dire elle est à la mode. Bravo, c'est bien. Et donc, dans cette histoire d'homosexualité, mon avis à moi, c'est que je pense que ce pourcentage de la population qui avait des tendances homo, dans tout au long de l'histoire de l'humanité, se retrouve aujourd'hui dans une société où c'est fortement encouragé, où les gens donc peuvent défiler dans les gay pride, on peut y amener des enfants, on applaudit. Si quelqu'un a un petit bémol, on l'a vu donc avec Jean-Claude Van Damme, il n'a pas critiqué les homosexuels, il n'a pas tenu des propos homophobes. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est très simple ce qu'il a dit. Il a dit, en homme simple qu'il est, un peu ce qu'on appelle le bon sens de l'homme simple, il a dit de nos jours tout le monde veut se marier, les hommes veulent se marier, les hommes et les femmes et les femmes, les chiens et les chiens, voilà. Et puis tout le monde divorce. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait? C'est qu'on n'a jamais autant parlé de mariage, tout le monde veut se marier, les homos, les lesbiennes, les gays, les hétéros, etc. Et puis, au final, tout le monde divorce, tout le monde se sépare, tout le monde se fait des procès, etc. Donc, il trouve ça un peu comique, l'idée que tout le monde veut se marier.
Donc en fait, qu'on s'accroche à des vieux préceptes qui sont de plus en plus obsolètes et qui ne sont plus de plus en plus non respectés puisqu'ils ne sont pas pérennisés dans le temps. Et tout ça a créé un tumulte. Je pense que le CSA lui fait un procès, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, à son âge, je pense qu'il a 58 ans, Jean-Claude Van Damme et son expérience familiale et sa vision de la famille idéale, etc., et sa vision des homosexuels, qui n'est pas homophobe, simplement qui trouve ça un peu comique, voilà, l'aspect que ça prend, eh bien, il n'est plus dans l'air du temps, il n'est plus dans la norme sociale. Et donc, tout le monde le regarde en disant il est fou, c'est bizarre. Et tout ça vous démontre un point important, c'est que le problème qu'on a, et ça je l'ai souvent dit dans mes audios, voilà pourquoi quand je parle dans mes audios, je m'adresse également à des non-musulmans. Parce qu'ils sont complètement concernés aussi. Parce que pourquoi? Cette histoire de Van Damme démontre quoi? Démontre que nous ne sommes pas dans un problème de religion à proprement parler. De l'islam, le choc des civilisations, machin, le grand remplacement. Le vrai problème, il n'est absolument pas là. Évidemment, bon, tout le monde aime bien prendre des raccourcis, parce que c'est plus simple. Le vrai problème, il est où? Il est entre les gens qui sont prêts à sauter à pieds joints dans le mondialisme et ses valeurs, hindous, musulmans, pakistanais, etc., et des gens qui sont athées, chrétiens, New Age, etc., mais qui, eux, malgré leurs orientations et leurs croyances différentes, tiennent à un système social qu'on va appeler plus traditionnel, en phase avec la nature des choses. Et ceci signifie, comme je l'ai dit, alors que je n'ai aucune amitié spécifique pour eux, je les prends à titre d'exemple, ceci signifie que, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas musulman, peut-être comme Alain Soral, Dieudonné, Édouard Nab, Van Damme, enfin n'importe qui, je sais plus les noms, Bigard quand il parlait du 11 septembre, ou Kassovitz, etc. Donc des non-musulmans, mais qui ont un discours que eux qualifient de réactionnaire ou d'antisémite ou d'homophobe, selon eux toujours, vont être mis à l'écart de la société, des médias, etc., au profit de noirs, d'arabes, de musulmans, qui, eux, ont un discours compatible avec la norme. Donc nous ne sommes plus, et ça je me tue à le répéter, nous ne sommes plus dans une histoire de racisme ou de lutte de civilisation. Nous sommes maintenant dans une société qui a décidé de déclarer ce qui est bien et mal, ce qui est acceptable et inacceptable, et toute personne, qu'elle soit blanche, noire, arabe, musulmane, agnostique, chrétienne, etc., qui n'est pas en phase avec ça, est montrée du doigt, est stigmatisée, est poursuivie et a des soucis. Et à moins de venir faire des excuses et de dire je me suis trompé, c'est pas ça que j'ai voulu dire, machin, etc., vous êtes mis à l'écart. Donc, je sais que le problème est un peu dense, mais j'essaie de simplifier. Cette histoire d'homosexualité, les musulmans se posent beaucoup de questions parce qu'ils disent, bon, ben, ils sont là, ils sont nombreux, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même un fait de société, etc. On peut pas quand même déclarer tous ces gens ceci ou cela. Non, mais il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'en plus de la société, qui a rendu cette nouvelle norme acceptable, qui l'encourage et la félicite. On a Anne Hidalgo qui peint des couleurs de l'arc-en-ciel dans les rues du Marais. Enfin, maintenant, c'est devenu comme une espèce de... Si vous voulez être connu, si vous voulez être invité, il faut dire « je suis gay, je suis trans, je suis bi ». Et du coup, ah, c'est chouette, ah, c'est cool. Bon, c'est-à-dire que c'est bien vu, quoi. Hein? Si moi, maintenant, à 44 ans, je fais un audio, voilà, finalement, après avoir bien réfléchi, j'ai envie qu'on m'appelle Mireille, je ne suis plus à Bourayane, et voilà, je reste avec ma femme et mes enfants, mais j'ai envie de m'habiller en femme, parce que pour développer mon côté féminin qui dormait en moi, qui s'est révélé à moi, etc. Il y a pas grand monde, en dehors des musulmans, qui vont s'attrister de ça. Les gens vont dire, ah, chouette, enfin, ouf, il prend une bonne tournure, il se modernise, il vit avec son temps, etc. Et voilà pourquoi
C'est très important quand on essaie de juger des faits de société ou quand on essaie de comprendre les déclarations de certains prédicateurs et tout. Il faut toujours, évidemment, essayer de s'écarter, selon moi, de s'écarter des gens extrêmes. Ça veut dire quoi? Soit des gens qui n'ont une seule envie, un petit peu à l'image de, je ne sais pas, Tarek Obrou, Chalgomi et beaucoup d'autres, qui n'ont qu'une seule envie, c'est qu'en fait d'intégrer les musulmans au forceps dans le grand mondialisme, en changeant, en gardant les spécificités privées des musulmans, mais pour tout le reste, adopter une méthode de pensée, de vie et de jugement mondialismo-compatible, ou, parce c'est aussi un problème, il faut aussi s'écarter des prédicateurs musulmans qui veulent amener les musulmans à vivre comme dans une espèce de secte ou dans une bulle. C'est-à-dire, tu enfermes ta femme, tes enfants ne fréquentent plus l'école, dès que tu peux, tu fais hijra, et on ne dit pas avec quels moyens, on ne dit pas avec quel travail, on ne dit pas de quelle façon, on ne dit pas avec quel visa, on ne dit pas avec quel passeport, on se contente de te culpabiliser. Ça, c'est des discours aussi qui ne sont pas constructifs, voyez. Les discours constructifs sont des discours qui consistent à dire, selon moi, où que tu sois, dans le désert du Soudan ou au fin fond d'un building ultra-moderne de New York, sache que tu n'es pas une feuille dans le vent qui doit tantôt voler à gauche, à droite, en haut, en bas, suivant les passions humaines. Hier, on te dit c'est pas bien, aujourd'hui on te dit c'est bien. Aujourd'hui, on te met en prison pour pédophilie. Dans 10 ans, on va dire c'est super bon pour le développement psychique des enfants. Celui qui ose critiquer la pédophilie sera condamné pour pédophilie, comment on appelle, phobie des pédophiles. Donc voilà, à un moment donné, il faut avoir une ligne de conduite personnelle et un minimum se préserver de cette espèce de norme surpuissante qui pénètre tous les foyers, je vous l'ai dit, jusque chez les musulmans, où en fait, comment je vais dire, je suis convaincu, je suis absolument convaincu que si vous demandez à des musulmans, lambda, musulmans du peuple, simple, qu'est-ce qui vous écœure plus, qu'est-ce qui vous dégoûte plus, un missile d'un drone qui explose 40 personnes en petits morceaux de kefta, ou bien une personne égorgée, etc. Ils vont tous vous dire la personne égorgée, parce que les médias ont décidé de ce qui est dégoûtant, de ce qui est révoltant et de ce qui ne l'est pas. Et donc nous répétons, et c'est la même chose pour le sexe, pour l'argent. On va vous dire c'est quoi la meilleure place pour ton argent. Les gens vont dire un compte d'épargne, de l'argent liquide, éventuellement une maison, parce que les médias ont dit que c'était ça. Et donc, on répète. Et normalement, quand on a une religion, justement, c'est pour ne pas être un enfant perdu, comme un orphelin, qui adopte les valeurs des gens qui le recueillent et lui donnent à manger. Normalement, c'est quelqu'un qui est construit, qui a un schéma de pensée, qui a les idées claires et qui n'est pas malléable à souhait. Ce qui ne veut pas dire qu'il est fermé au monde, qu'il n'est pas ouvert à la discussion. Moi, par exemple, je viens de vous le dire, j'estime, voilà, si vous voulez ma position personnelle, j'estime que tout adolescent peut être traversé par diverses idées. Tout être humain, on le voit à travers les passions, les fantasmes des gens, tout être humain peut être traversé par des idées, je ne sais pas, chacun ses fantasmes, on va pas faire la liste. Mais je ne les dédouane pas, c'est pas ça que je fais, mais je dis, quand on vit dans une société qui encourage, qui légitimise et qui pousse à ça, eh bien, ça ne m'étonne pas vraiment que des gens se laissent aller au développement de leurs fantasmes et veuillent les vivre. Et puis, une fois qu'ils ont goûté, on est parti, c'est le tourbillon, vous savez bien, Shaitan embelli, etc. Donc c'est un peu compliqué ma position parce qu'en fait il y a la responsabilité personnelle de ce que chacun fait de sa vie. Ça je ne conteste pas ça. Nous avons chacun notre livre. Nous serons chacun jugés sur nos actes, nos paroles, etc. Mais on peut pas faire l'économie de dire ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous goûtons, ce que nous mangeons a une influence sur nous. Parce qu'il y a aussi une question d'alimentation.
On voit que pour toute une série de raisons, le sperme des hommes qui habitent les grandes villes, etc., est de moins en moins fécond et de moins en moins de qualité, etc. Donc, il y a tout un ensemble de phénomènes qui font que certaines choses sont possibles. Et il faut pas... c'est un petit peu comme quand on juge les prostituées, vous voyez ? Le truc facile, c'est de dire « Ah, une prostituée, fou, elle se vend à des hommes pour de l'argent, fornicatrice, machin truc. » Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est incomplet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rendu ça possible? Qui rend ça légitime? Qui sont les gens qui la payent? Vous savez, quand vous avez 5 chiens errants dans votre rue qui ont faim, il est très facile de les corrompre avec un plat de nourriture et un coussin pour dormir. Alors c'est trop facile après de dire « Ah, il y a un chien qui dort en bas, il a mangé. » Oui, mais qui l'a attiré là? Qui a profité de son état de faiblesse? Les responsabilités sont multiples et voilà pourquoi moi je suis intimement convaincu, quand on parle de jugement dernier, d'enfer, de paradis, etc., je pense que nous allons tous avoir de très très grosses surprises de voir des gens traîner en enfer ou au paradis sans qu'on ait pu imaginer qu'ils le seraient. Parce que dans tout ce qui se passe dans une société, certes, il y a les responsabilités individuelles, mais il y a aussi toute une série de co-responsabilités, directes ou indirectes. Et dans la problématique de l'homosexualité, il y a toute une série de choses qui poussent à ça, Vous pouvez vous imaginer toutes les raisons, la société, les lois, les clips, les films, l'humour, les jugements dans les familles, etc., etc. Après, je redis, je ne nie pas que certainement il y a un pourcentage de la population de tout temps qui a eu des tendances à être efféminés ou homas. Mais quand on encourage, quand on légitime, quand on applaudit, quand on invite à la télé, dites-nous pourquoi vous avez changé de sexe. Ah, vous êtes fait opérer, truc. Ah, que vous avez eu du courage, bravo. Quand on encourage, quand on félicite, les gens laissent beaucoup plus libre cours à leurs fantasmes au lieu de les réprimer. Moi, par exemple, voilà, n'allons pas loin. J'ai 44 ans, bientôt 45, j'ai été adolescent et je me souviens qu'adolescent, je suis passé par plein de phases. J'ai eu une phase où j'étais fasciné par la mode, les marques. J'avais beaucoup maigri parce que j'aimais bien le style des mannequins. Et je me dis, si à cette époque-là, je serais tombé dans un milieu où on m'aurait encouragé à ça, on aurait valorisé ça. Je ne sais pas, vous voyez, on commence à ce moment-là à s'ouvrir des portes dans son imagination. On va dire, ah, Jean-Paul Gaultier, que j'admire pour sa haute couture, ou Yves Saint-Laurent, enfin, je ne sais pas tous les noms des gars. Ah, ils sont tous homos, donc, moi, comme j'aime bien leur travail, c'est des gens admirables. Peut-être que moi aussi, je suis homo, vous voyez. Parfois, il suffit des petites choses pour pousser les gens. Et à partir du moment où des gens connus, où des gens sont dans les Star Academy, les Secret Story, et s'affichent comme des bimbos, des homos, des bisexuels, les gens peuvent s'identifier et peuvent dire, tiens, peut-être moi aussi je suis bi, hein, peut-être moi aussi j'ai envie de me faire opérer, devenir un homme, une femme. Et certes, la personne, elle est responsable de ses actes, mais elle a évolué dans un environnement qui a stimulé cette envie, ce fantasme. Donc, il faut prendre ce paramètre-là en compte. Et on arrive à quelle conclusion? Parce qu'il faut quand même une conclusion à tout ça. Condamner ou montrer du doigt la cause finale d'un problème, c'est pas nécessairement faux, mais c'est un peu stérile. Puisque la responsabilité remonte à des racines plus profondes. Et voilà pourquoi je pense que c'est la conclusion qui s'impose. On peut pas espérer de vivre dans une société saine et en phase avec les valeurs du Créateur, tant que cette société porte en son sein, en son cœur, des valeurs antagonistes ou en opposition. Donc, soit on résiste avec une belle patience, comme plein de gens avant nous. Vous savez, si vous lisez le récit des anciens savants, des grands savants,
Ils ont parfois dû vivre dans des environnements soi-disant islamiques, mais où il y avait plein de bid'ah, d'innovations, de fitna, de massacres. Et ils patientaient, ils restaient beaucoup chez eux, ils ne sortaient que pour donner des cours ou faire la khutba du vendredi. Et ils patientaient parce que le monde était corrompu, le monde était... les gens étaient dirigés par des responsables qu'ils méritaient. Et voilà, Allah a dit dans le Coran qu'il ne change pas la condition d'un peuple tant que ces gens ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc à un moment donné, c'est un tout. Mais il faut comprendre que la société dans laquelle on vit, elle est le fruit de toute une série de mécanismes qui se sont mis en marche, qui rendent des choses possibles, même des choses les plus folles. J'ai vu des photos, oui, je les ai vues, on m'a envoyé des photos. On voit 3-4 hommes tenus en laisse avec des ceintures en cuir et des muselières qui marchent à 4 pattes par terre, avec derrière des enfants dans un cortège qui rigolent. Alors tout le monde est scandalisé, oui, mais c'est parce que c'est pas puni par la loi. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Et comme vous pouvez le faire, il y a des gens qui le font. Voilà. Si demain, c'est plus puni par la loi de fumer du cannabis et d'en acheter librement, c'est reconnu par l'État, ou de marier une seconde, une troisième ou une quatrième femme, vous verrez plein de gens qui vont le faire. Et tous ceux qui critiquaient vont critiquer de moins en moins. Et à la fin, il va rester quelques critiqueurs, et ces gens-là seront punis par des amendes ou des peines de prison. Et c'est comme ça qu'on change une société, par les lois et par les normes. Voilà pourquoi toute, entre guillemets, révolution islamique profonde n'est pas envisageable sans le contrôle du système législatif et sans, j'ai pas dit la censure, parce que moi la méthode iranienne ou tyrannique, je la partage pas, et sans des explications, des cours, des colloques, des conférences sur ce qu'on peut voir qui se passe chez les non-musulmans. Parce que si on laisse tout dans un grand, profond mystère et on censure, on interdit, on bloque YouTube, on bloque Twitter, on interdit les paraboles, on surveille tout ce que les gens voient, etc. On développe chez les jeunes des frustrations et ils vont ne rêver que d'une chose, c'est devenir des petits Américains. En ce moment, je crois que la plupart de la jeunesse iranienne voudrait vivre à l'occidental et ça crée des hypocrites. Moi, j'ai toujours dit ça partout, on m'a interrogé sur le sujet. Je suis contre une société artificiellement islamique remplie d'hypocrites. Par contre, il faut une société où il y a un système législatif qui encourage au bien et qui réprime le mal, mais le mal existant ailleurs et pouvant se développer librement ailleurs, il faut un système éducatif extrêmement poussé afin d'expliquer aux gens, de décoder ce que veut dire tel ou tel agissement, et pas l'interdire, le censurer. Là, on crée un mythe, on crée une envie, et c'est pire que tout. Voilà, je vais m'arrêter ici, pour pas être trop long. J'espère que ça a pu vous apporter quelque chose dans votre réflexion sur le sujet. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.